Merci Didier. Donc oui, je m'appelle David Marchand, je travaille au centre ingénierie et santé donc à l'école des mines de Saint-Étienne et je vais vous parler de phosphate de calcium appliqué à l'ingénierie tissulaire osseuse. Voilà. Et donc tout d'abord, rendons au professeur Langer ce qui lui appartient, c'est-à-dire la paternité du mot. Donc le professeur Langer est du MIT, c'est un des 14 professeurs de l'Institut. Et il a reçu, notamment pour ses travaux sur l'ingénierie tissulaire, le prix d'innovation fin 2011 du journal The Economist, qui veut en fait, comme ça, montrer les personnes qui ont un réel impact sur le monde. Donc voilà, ce terme a été défini avec son collaborateur qui est chirurgien, Vacanti. Donc l'ingénierie tissulaire, c'est en fait une spécialité ou une discipline pluridisciplinaire qui est à l'intersection des sciences du vivant, des sciences des matériaux et des sciences de l'ingénieur. Son premier objectif, en fait, ce pourquoi le professeur Langer l'avait baptisé ainsi, c'était un nouveau moyen thérapeutique, en fait, clinique, qui visait c'était une alternative à la transplantation de tissus et d'organes. Donc, par exemple, ici, lors de grands défauts osseux, donc là, ici, c'est un militaire qui a pris une balle. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution de ces techniques, il a apparu un second objectif possible, c'était devenir un banc de test, c'est-à-dire un modèle d'expérimentation in vivo, c'est-à-dire une alternative à l'expérimentation animale. Voilà. Donc l'ingénierie tissulaire doit être distinguée des traitements par biomatériaux, donc par exemple toute forme de prothèse, comme prothèse de hanche, ou les substituts osseux classiques qui sont utilisés, par médicaments aussi, ou les greffes, ou la thérapie cellulaire qui consiste en fait à réinjecter un certain pool de cellules à un endroit donné pathologique. Pour détailler un peu plus, pardon, c'est un peu long. En fait, les composants de l'ingénierie tissulaire se distinguent en 3 éléments, donc forcément les cellules, qui viennent se loger dans un biomatériau qu'on peut appeler aussi scaffold, qui peut être de composition organique, inorganique, dégradable ou pas, généralement poreux, donc 3D. Certaines applications comme la peau utilisent encore certaines matrices 2D également. Et des substances actives, c'est-à-dire des substances qui vont être reconnues par les cellules, type facteur de croissance, etc. Donc les applications, je ne vais pas m'attarder, c'est simplement pour vous montrer qu'elles sont très nombreuses, l'ensemble des organes humains, donc de la peau à la cornée, qui sont les plus développés actuellement, les muscles, différents types d'organes, vaisseaux sanguins, foie, etc. Et le cas qui nous intéresse, plus particulièrement à l'école des mines de Saint-Étienne, c'est les os. Je suis désolé, c'est un peu lent. Donc en fait, le principe de base est assez simple sur le papier, un peu plus compliqué après en réel, mais le chirurgien va me prélever des cellules. Ces cellules sont mises en culture par les biologistes, multipliées. Après plusieurs passages, c'est comme ça, c'est le mot scientifique biologiste, on va pouvoir venir mettre un certain nombre de cellules sur le biomatériau. Ici, c'est un phosphate de calcium, un biomatériau. Et ensuite, ce biomatériau-là va pouvoir être mis en culture dans un bioréacteur pour faire multiplier encore les cellules, voire même pour les faire se différencier, c'est-à-dire pour qu'elles deviennent, par exemple, ostéocompétentes, pour qu'elles fabriquent de l'os. Voilà. Donc il y a 2 points qui sont, il y a 2 points qui sont techniques qui sont importants ici, hormis les cellules, c'est le bioréacteur et les biomatériaux utilisés. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le bioréacteur, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Sa fonction, en fait, c'est la culture d'échantillons en 3D. Et donc vous avez différents exemples. Donc ici, vous voyez les biomatériaux qui sont mis à agiter dans un liquide physiologique, par exemple, avec différents facteurs à l'intérieur actifs. Ça va permettre d'ensemencer les biomatériaux avec les cellules, d'améliorer également les transferts à l'intérieur du matériau, nourrir les cellules donc. Il y a d'autres moyens aussi comme celui-ci qui va pouvoir venir presser en fait
amener une contrainte via le liquide au niveau des cellules. Et ici, c'est un système de perfusion en fait du système. Donc ici, du biomatériau qui est ici. Donc, en ce qui concerne les biomatériaux, donc c'est plutôt ce qui nous concerne, donc je vais m'étaler un peu plus là-dessus. Ces propriétés, c'est tout d'abord qu'ils doivent être compatibles avec les tissus biologiques, on dit qu'ils sont biocompatibles, et ils doivent favoriser la repousse du tissu, voire l'induire. Ça serait dans le plus beau des cas. Pour cela, le biomatériau en fait, doit réguler et contrôler l'adhésion, la prolifération et la différenciation des cellules. Donc ici, par exemple, vous avez un exemple de cellules pré-ostéoblastiques. Donc les ostéoblastes, c'est celles qui construisent l'os, posées sur une surface d'hydroxyapatite. Donc l'hydroxyapatite, pour faire simple, c'est la partie minérale de l'os. Voilà, sauf que là, elle est synthétique, et on voit qu'elle peut se multiplier, donc se diviser, et ensuite, au bout d'un certain temps, elle va, donc c'est les mêmes tailles d'échelle. Ici, on est à peu près à 5 microns, et ici, à peu près à 30 microns de long, ici. Et on voit ici qu'elle s'est déjà différenciée et qu'elle a attaqué, via des pseudopodes, à migrer. Donc on peut moduler la bioactivité, on parle de bioréactivité, donc les propriétés biologiques des matériaux, via, en fait je les ai distingués en trois catégories, donc la composition, la chimie de surface, l'architecture et les propriétés mécaniques. Donc pourquoi la composition et la chimie de surface, ça se comprend assez. En fonction du matériau qu'on va utiliser, les cellules ne vont pas réagir pareil. Pour être vulgaire, entre un plastique et une céramique, on ne va pas du tout avoir les mêmes comportements. Ensuite, les cellules sont forcément sensibles au milieu qui les environne, donc le liquide. Donc s'il y a, au cours de la dégradation, émission d'éléments nocifs pour la cellule, elle va le ressentir. Et un point important qu'il faut voir, c'est qu'une cellule n'est pas posée à plat sur le substrat, mais elle repose toujours donc, en des points focaux, comme une tente en fait, fixée par des sardines, via des intégrines que vous avez ici. Donc en fait, vous avez le substrat, par-dessus le substrat, une matrice, que je ne vais pas détailler, qui contient des protéines, et ces protéines-là vont se lier avec les protéines de la cellule. Il faut voir que si le substrat change, la conformation de la protéine qui est au-dessus va changer, et donc forcément l'interaction avec la cellule aussi, et donc forcément le comportement de la cellule. En ce qui concerne l'architecture, vous voyez ici que l'architecture macroscopique va contrôler la diffusion des fluides, des déchets, des signaux, l'interaction cellule-cellule aussi, ou encore la colonisation vasculaire. Alors que la topographie de surface, donc ici vous voyez les petits points noirs, c'est des microporosités, eh ben, elle va contrôler, ou en tout cas, il va y avoir l'adhésion va être fonction de cette topographie de surface. Pour ce qui est des propriétés mécaniques, il a été montré que, par exemple, une cellule pouvait capter la rigidité du matériau. Donc si on la place, par exemple, sur une hydroxyapatite, elle va plutôt se transformer, si elle est en cellule progénitrice, elle va plutôt se transformer vers une cellule qui va former de l'os. Et il faut voir aussi qu'en fonction, donc ici vous avez un petit cube de 5 mm par 5 mm que je vais représenter après, qui est poreux au milieu. Si on vient contraindre ce matériau, donc imaginons qu'il y ait des cellules, on voit que les champs de contrainte et donc de déformation à l'intérieur, ici c'est les champs de déformation, vont varier en fonction du matériau et de la porosité. Et donc forcément, les cellules ne vont pas ressentir la même chose et donc vont réagir différemment. Donc pour relier tout ce contexte en fait à ce qu'on réalise, au laboratoire, on essaie de préparer en fait des phosphates de calcium, donc qui est la base minérale de l'os, légèrement modifiée, en mettant au point des méthodes de synthèse différentes et des composés qui seraient le plus à même de répondre aux problèmes cliniques ou expérimentaux. Donc on est spécialisé dans les phosphates de calcium et aussi après on essaye de mettre en place tout ce qui est traitement thermique pour garder et pour contrôler la physico-chimie du matériau, ce qui est très important. Et on a également mis en place du greffage de surface pour optimiser encore plus l'intégration du matériau, par exemple. Donc pour reprendre les deux thèmes, les deux objectifs de l'ingénierie tissulaire osseuse, en fait,
On travaille sur des projets de thérapeutique clinique, par exemple, avec le projet ANR orthophlase qui était accepté cette année, et la thèse CIFRE d'Emmanuel Shaker. Il y a un poster d'ailleurs qui est affiché. Ces projets ont été initiés par la société Oceomatrix, en collaboration avec les mines ParisTech, le CEA et le laboratoire d'Hervé Petite à la Riboisière, le B2OA. Ce projet vise à aider en fait lorsqu'on a des grands défauts osseux à développer tout un process qui, partant de la poudre de phosphate de calcium, donc d'hydroxyapatite, de 2 phases, avec un procédé de laser direct, donc scanner du patient pour obtenir la pièce exacte pour le patient. Et le dernier projet que je vais présenter, c'est un projet donc côté expérimental, et là plutôt pour comprendre en fait le comportement des cellules in vivo, et notamment le remodelage osseux, et plus particulièrement le remodelage osseux dans le cadre de j'ai perdu le mot, de déficit osseux, comme la... Bon, c'est pas grave, je ne m'en souviens plus. Donc pour étudier le comportement en fait, de ces cellules osseuses face à des stimuli mécaniques, on a mis au point un bioréacteur qui permet de perfuser. Donc vous voyez ici 2 images. Donc ça c'est en vrai et ça c'est une coupe. Donc vous avez le biomatériau au milieu. On vient perfuser ce petit biomatériau là qui fait cette taille là par rapport à une pièce de 1 centime. On le perfuse, il contient des cellules, donc on alimente les cellules et on vient stimuler mécaniquement en direct ces cellules et on regarde leur comportement par rapport à un stimuli. Voilà. Et on sait que macroscopiquement déjà les cellules osseuses sont relativement sensibles à ces stimuli, puisqu'un astronaute qui part dans l'atmosphère perd de la masse osseuse, alors qu'un sportif, lui, a une masse osseuse qui est plus développée. Et microscopiquement, on observe aussi une modification du comportement des cellules face à ce stimuli. Donc ici, vous avez une image de cette section de cellules, en fait. Donc moi, je ne vois pas très bien. Mais ici, vous avez en vert de la matrice extracellulaire que les cellules ont sécrétée. Donc c'est qu'elles sont en activité. En rouge, les noyaux. Et vous voyez qu'ici, tout le biomatériau a été comblé. Ça, c'est après 2 semaines sous stimulation sinusodiale simple. Voilà, je vous remercie. Des questions peut-être? Question, et après Jean-François Hochepied, je ne le vois pas. Oui, je voulais savoir, en fait, dans ces expériences d'ingénierie tissulaire, je suppose que vous ensemencez vos biomatériaux avec des cellules souches ou pas? Et est-ce qu'il y a des problèmes éventuellement de prolifération? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un matériau qui se trouve colonisé par des cellules pour finalement, si j'ai bien compris, renouveler l'os. Il faut aussi contrôler ça. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des dérives en termes soit de non-différenciation des cellules vers les cellules osseuses intéressantes, éventuellement de cancérisation? En ce qui concerne la cancérisation, tout dépend déjà des types cellulaires utilisés. Après, la cancérisation, non, tout dépend de ce qu'on utilise comme substance active. Comme les BMP2 par exemple, il y a des études qui ont été masquées et qui sont découvertes actuellement. Une trop forte concentration d'un facteur bioactif à un moment va forcément générer un problème au niveau de la cellule, et donc l'immortaliser, c'est-à-dire la rendre cancéreuse. Mais dans ce cadre-là, en fait, pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une cascade naturelle biologique. C'est-à-dire qu'on vient juste la stimuler mécaniquement, et ensuite, elle relargue les substances qu'elle souhaite. Voilà. Et en fait, c'est pas vraiment des cellules souches, on préfère le mot progéniteur, puisqu'elles ne sont pas différenciées, mais elles ne sont pas non plus complètement souches. Les souches, non, pas grand monde en utilise en fait réellement. C'est plutôt des progéniteurs qui sont déjà dans une lignée, et là, nous, on utilise une lignée osseuse.
Merci.